On avait fait des cinémas, on avait fait des salles de conférences, nous voici dans une salle de spectacle, donc qu'importe le lieu, l'important ce sont les contenus. Et en termes de contenu, nous sommes ici à Liège, à Seraing, à mi-chemin entre Liège et Seraing, et j'ai promis au premier rang de ne pas parler du tram pour ce jour. Donc on va essayer d'être calé sur le sujet et d'évoquer avec vous trois mots-clés. Donc les trois mots-clés que j'ai souhaité voir abordés avec vous aujourd'hui, je vais lancer la présentation, sont anticiper, analyser et agir. Les trois A que je vais développer avec vous au travers d'un certain nombre de considérations générales, mais également je vais les illustrer au travers d'un certain nombre d'actions concrètes que porte la Wallonie en général ou bien le SPOI Mobilité en particulier pour elle-même et évidemment dans une logique écosystémique avec l'ensemble des acteurs de la voie navigable mais également de l'intermodalité. Le premier A, donc anticiper, analyser et agir. Le premier A, anticiper. Il s'agit en fait ici de lever la tête, regarder loin, examiner ce qui se passe autour de nous, sentir et voir les mutations, puis les interpréter, et les comprendre pour pouvoir se projeter. Se projeter, c'est poser des actes aujourd'hui pour en récolter les fruits demain. Et donc pour se projeter, j'aborderai avec vous un certain nombre, elles sont 4, de les méga-trends, comme on les appelle en bon français, les méga-tendances, ainsi qu'à chaque fois un certain nombre de considérations qui, quelque part,
ce que suscitent ces différentes considérations. Et ces considérations, bien entendu, seront focalisées sur nos métiers, de la mobilité, des infrastructures, du transport, de la logistique au général. Mais j'aurai aussi l'occasion de vous expliquer comment le service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, en particulier pour sa dimension infrastructure, voies hydrauliques navigables, comment cette organisation, notre organisation, se projette dans l'avenir au travers de son schéma stratégique. Alors, première méga-tendance, les méga-tendances que je vais aborder avec vous, elles sont au nombre de 4. 4 thèmes globaux. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes surprises sur ce que vous découvrez sur ce slide, mais il est toujours bon de les avoir en tête. La mondialisation et son lot d'instabilité géopolitique, les questions climatiques et environnementales, les dimensions sociales, et en particulier, et on vient d'aborder la question de la territorialité, l'usage de nos territoires, le digital et les ruptures technologiques. Première de ces méga-tendances, la mondialisation et les instabilités géopolitiques, mais également économiques. Alors, la pandémie, la guerre en Ukraine, les conflits qui sont à nos portes encore ces dernières heures, ont été et sont autant de piqûres de rappel pour l'industrie européenne en général et le secteur de la logistique en particulier. Et je ne prends évidemment que la dimension qui nous occupe aujourd'hui. Ceci quant à l'importance de la localisation des productions et de la nécessaire résilience de nos chaînes d'approvisionnement. En fait, il s'agit de transformer en profondeur nos modes de production, d'approvisionnement, mais également de consommation. C'est un chantier titanesque à mener à l'échelle européenne qui sera sans nul doute au cœur de l'action des instances européennes pour la législature qui vient de s'ouvrir. Alors, augmenter notre résilience en cette matière nécessite des ressources humaines en nombre et en compétences, des matières premières, des ressources, qu'elles soient naturelles ou de deuxième utilisation, et donc de la diversification dans nos chaînes de sourcing et d'approvisionnement pour être plus réactif, compétitif et agile. Cela nécessite également de voir à minima à l'échelle européenne pour plus de robustesse, plus de diversification, plus d'impact à large échelle. On constate ainsi des regroupements d'opérateurs ainsi que des stratégies d'intégration, qu'elles soient intégration verticale ou intégration horizontale. Et donc, s'ils veulent peser sur les secteurs économiques, s'ils veulent peser sur l'ensemble du secteur de la chaîne d'approvisionnement, en matière logistique, en matière portuaire, on se doit d'enclencher ces processus de regroupement. Et la Wallonie ne pourra pas échapper à cette lame de fond beaucoup plus longtemps. Un exemple pour illustrer ce qui est à l'œuvre en Wallonie. Wallonie, vallée de l'hydrogène. C'est un appel à projet qui est porté par Wallonie Entreprendre et qui cadre avec ses objectifs d'innovation, du plan de relance notamment, et qui est porté dans le cadre de toute une dynamique du fonds Kyoto. Par cet appel, la Wallonie lance un des plus grands projets du genre jamais initié, même à l'échelle européenne, qui doit couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, la production, le stockage, la distribution, mais également l'utilisation finale. Les candidats projets, qui sont en fait des programmes, doivent pouvoir démontrer qu'une expertise a été développée à minima dans les domaines suivants: la production ou la fourniture d'énergie renouvelable, la production d'hydrogène vert par électrolyse, l'ingénierie bien entendu, et l'utilisation de cet hydrogène vert dans divers secteurs d'activité, dont la mobilité. En fait, ce projet illustre parfaitement cette volonté qu'a la Wallonie de stimuler des nouvelles formes d'énergie, le développement de nouvelles formes d'énergie, de développer des filières locales, des filières d'acheminement, mais également de consommation, et en particulier dans le secteur de la mobilité. Les résultats de cet appel à projet, dont je pense les candidats projets avaient jusqu'à la mi-septembre pour déposer leur projet, eh bien, les résultats de cet appel à projet seront concrètement connus dans les prochaines semaines. Deuxième méga-tendance, le climat et l'environnement. Derrière ces deux mots, des enjeux qui ne surprendront personne,
des enjeux climatiques qui doivent rester au sommet de l'agenda. On parle ici de diminution de gaz à effet de serre. Le secteur de la mobilité va devoir faire encore plus des efforts dans les prochaines années et prochaines décennies. Les phénomènes extrêmes, nous sommes ici à Liège et on sait ce qui s'est passé il y a un peu plus de 3 ans. La prise de conscience des limites planétaires, la lutte contre la pollution sous toutes ses formes. On évoquait à quelques-uns, en prenant une tasse de café tout à l'heure, la crise des PFAS qu'on va devoir prendre par un bout ou par un autre et qui va aussi impacter des pans entiers de nos activités. Et enfin, les transitions énergétiques que je viens d'évoquer, notamment avec la vallée de l'hydrogène. Alors ces enjeux, ils imposent quoi? Ils imposent de la sobriété, de la décarbonation de notre système de transport, avec notamment l'émergence de l'électromobilité sous toutes ses formes, le remplacement des ressources naturelles par des matériaux issus notamment de la déconstruction, et donc le développement de nouvelles filières de valorisation, mais également, et enfin, de faire face et de comprendre ce qui se passe derrière et ce qui recouvre un certain nombre d'acronymes que je pense que vous allez toutes et tous de plus en plus comprendre, enfin appréhender, RSE, CSRD, ESG, DNSH. Je vais illustrer 2 de ces acronymes dans quelques instants. Première illustration, la circularité, mais aussi la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Je pense que vous circulez toutes et tous sur les routes et autoroutes de Wallonie et vous avez, je pense, toutes et tous été confrontés au chantier de réhabilitation de la E411 entre Dossou et Torrambay, chantier qui normalement se terminera si les conditions météorologiques le permettent avant la fin de l'année. Ce chantier est tout à fait exemplaire parce que c'est une exemplarité en termes de circularité. Un nombre très important de matériaux de déconstruction ont été revalorisés in situ pour l'exécution de la nouvelle infrastructure. C'est un chantier qui est également exemplaire en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, avec une attention toute particulière pour l'amener et la circulation des différents matériaux sur et autour du chantier. Et c'est également en matière de circulation et d'amener des collaborateurs sur le chantier pour pouvoir œuvrer et finaliser les travaux. C'est également un chantier innovant dans la relation contractuelle qui était nouée entre l'entrepreneur et l'administration au travers d'un certain nombre de clauses environnementales pour justement viser cette circularité et cette réduction des émissions de gaz à effet de serre. Premier acronyme que l'on va découvrir, certains dans la salle le connaissent peut-être, le CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive. Alors c'est un acronyme parmi bien d'autres, mais qui va s'imposer progressivement à bon nombre d'entreprises de manière directe, mais aussi également pour les plus petites entreprises de manière indirecte. Si vous n'allez pas à la CRD, c'est la CRD qui viendra à vous. Alors le premier rapport, c'est un rapport de durabilité des entreprises privées. Ce premier rapport doit être produit en 2025, grosso modo pour les grandes entreprises, à partir de 2026 pour des entreprises à hauteur de 250 employés, et pour 2027 pour des PME, mais qui, elles, sont cotées en bourse. Et donc c'est quelque part un rapport qui, dans certains domaines prioritaires voulus par la Commission européenne, et ces domaines prioritaires sont la construction, l'énergie, l'économie circulaire, l'élimination de la pollution, mais encore le transport. Et ce rapport, quelque part, c'est une manière d'exposer de manière tout à fait transparente l'investissement des entreprises en matière de durabilité et ainsi permettre aux partenaires, aux utilisateurs, aux consommateurs d'effectuer leur choix de manière éclairée. Il y va également pour les entreprises des capacités de financement bancaire pour lesquelles les investisseurs sont de plus en plus regardants à ce sujet. Alors le rapport n'est en fait que la partie immergée de l'iceberg. Ce qui compte, c'est la transformation de fond de nos entreprises avec des décisions stratégiques, avec le questionnement sur nos finalités, sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Et donc la CSRD devrait donc permettre de comparer de manière transparente, secteur par secteur, ce que les entreprises font ou ne font pas en matière de durabilité. Et donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y aura des retombées en cascade sur l'ensemble des sous-traitants des entreprises concernées, s'il y a des grandes entreprises qui entrent dans le système à partir de 2025.
La responsabilité sociétale n'est pas uniquement le fait des entreprises privées, et je signale ici, et j'explique un autre acronyme, le RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Et nous sommes au niveau du service public de Wallonie à notre deuxième exercice d'examen de ce que nous faisons en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Ce rapport est disponible sur le site du SPW et illustre de manière tout à fait complète notre investissement en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Troisième méga tendance, les dimensions sociales, mais également l'usage de nos territoires. Alors, on fait face ici à un territoire par définition limité. Ce territoire, il a été structuré par notre passé économique et social. On est dans une salle, Pascal vous l'a expliqué, qui est d'un autre temps, qui a, je dirais, qui est un témoignage d'une époque où il y avait des salles de fête, où il y avait une certaine forme de paternalisme également dans le développement économique, avec des personnes qui travaillaient et qui étaient logées à proximité de leur lieu de travail, et également qui avaient la possibilité de rassembler et de participer à des événements culturels ou plus festifs. Et donc ce territoire, il a été structuré par notre passé économique et social. Ce territoire, il est en tension, car la mutation à l'œuvre impose des requalifications et des redistributions. On fait face aussi à des phénomènes démographiques, avec une adaptation du nombre et de la taille des ménages, ce qui impacte également et met en question notre capacité à établir et construire, rénover des logements en nombre et en qualité suffisants, et des tensions aussi sur la conception de l'espace public, où l'espace public n'est plus réservé strictement à la mobilité automobile, loin s'en faut, mais on doit prendre toute une série d'autres nouvelles dimensions dans la conception de l'espace public. Et donc, l'espace public est aussi lui-même compté, et on doit concilier cet espace public pour des objectifs de mobilité, mais également pour toute une série d'autres dimensions, notamment sociales et environnementales. Nous avons donc à réinventer notre urbanité, sans oublier la ruralité et ses besoins spécifiques en matière de mobilité. Et donc les flux logistiques vont devenir encore plus diversifiés et complexes. Ces flux logistiques devront également intégrer toutes leurs externalités en termes d'impact et de nuisances. Et on évoquait la question des différentes pollutions, qu'elles soient sonores, qu'elles soient de qualité de l'air ou d'impact sur les sols et les eaux. Pour illustrer cette dimension, rien de tel que de planifier la mobilité. Un nouvel instrument, voulu également par l'Europe dans le cadre du développement des réseaux transeuropéens des transports, c'est l'obligation que nous avons en Wallonie, comme évidemment tous les États membres, d'établir des plans urbains de mobilité durable. C'est dans ce contexte que nous aurons potentiellement encore accès à un certain nombre de financements ou de cofinancements européens. Il se fait que pour la Wallonie, l'Europe avait choisi la dimension des provinces et que par province, nous avons dû désigner quelque part un lieu qui devra faire l'objet d'un plan urbain de mobilité durable. Et donc, il y aura donc un plan de mobilité urbain durable par province, Charleroi, Namur, Liège, ça c'était attendu, mais il y aura Ottignies et il y aura également Arlon. Il faudra donc concilier ce concept voulu par l'Europe avec nos propres référentiels de planification de la mobilité, et en particulier dans cette planification de la mobilité, la logistique urbaine et les liens avec le transport de plus longue distance des marchandises trouveront incontestablement à se réinventer dans ce contexte. Et enfin, quatrième et dernière méga-tendance, le digital et les ruptures technologiques. Alors, on est ici dans le domaine de l'économie de la donnée, mais également de l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. Et parallèlement se pose également un certain nombre de questions. La question de la cybersécurité, également la question de notre capacité en Wallonie à irriguer nos territoires par des réseaux de télécommunications performants, mais également sécurisés. Alors, en matière de mobilité, en matière de technologie et de digital, quelques sujets émergent. La mobilité autonome, qu'elle soit terrestre, qu'elle soit fluviale, maritime, aérienne, ferrée, les technologies, en fait, elles sont là.
Sous certains aspects, ces technologies sont plus performantes que l'être humain. Autre dimension, les technologies spatiales, de cartographie, de géolocalisation. Tout cela dans un contexte où des opérateurs privés ont davantage la main parce qu'ils ont la puissance de frappe, parce qu'ils ont les données, ils ont la capacité de les traiter, ils ont davantage la main que les acteurs publics. Ce qui va inévitablement poser la question de nouvelles formes de partenariat et de relations, mais également de gouvernance entre le privé et le public. Pour illustrer cela, un point sur la mobilité autonome. J'ai choisi un point sur la mobilité autonome routière, la desserte locale de petits colis de nourriture. Cette mobilité autonome, on est pleinement dans cette rupture technologique. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le véhicule, c'est la carrosserie, c'est le moteur, c'est les roues, ce n'est qu'un moyen, c'est un accessoire. Le cœur de la mobilité autonome, c'est le conducteur qui n'est plus une personne physique, mais c'est un conducteur digital. Donc, la volonté, et les entreprises technologiques y sont arrivées, c'est que ce conducteur digital soit plus performant que l'humain. Alors les éléments clés qui fondent quelque part cette conduite autonome et ce conducteur digital sont les suivants. Quelques équipements sur le véhicule, lidar, radar, caméra. De la cartographie, bien entendu. De la géolocalisation, qui dit géolocalisation, interaction avec, en termes de positionnement, donc des télécommunications. Alors de la puissance de calcul embarquée dans le véhicule et de l'intelligence artificielle, le tout chapeauté par une couche de cybersécurité. Ça fonctionne, c'est la réalité. Il y a des exemples un peu partout dans le monde qui en attestent. La livraison urbaine est donc, en utilisant ce type d'outils, ce type de développement, un objectif majeur pour les entreprises qui développent des modèles et des concepts de véhicules autonomes. Je l'ai vu très récemment, il y a quelques semaines, à l'autre bout de la planète. Ce qui est pour ma part le plus effrayant, le plus vertigineux, ce sont les essais en cours en Asie sur du charroi lourd, des 40 tonnes, sur de longues distances et à pleine vitesse sur des axes autoroutiers. C'est en test aujourd'hui en Chine. Voilà donc pour un bref tour d'horizon de ces 4 méga-tendances. Il y aurait évidemment plein d'autres dimensions à aborder, mais j'avais choisi ces 4-là pour quelque part vous partager un certain nombre d'illustrations sur la manière dont quelque part nous voyons cette anticipation et nous avons quelque part levé la tête au niveau du SPU Mobilité et Infrastructure. Nous l'avons fait aussi pour nos voies hydrauliques. C'est ainsi que les équipes du SPU Mobilité et Infrastructure ont élaboré un schéma stratégique pour les voies hydrauliques. Ce schéma s'inscrit résolument dans une vision à long terme, à l'échéance 2050, et l'ambition n'est rien moins que de constituer un réseau durable au cœur de la Wallonie qui tient compte des multiples fonctions des voies hydrauliques. Alors c'est à la fois un document de vision, un recensement d'objectifs et de projets pour y parvenir, mais également un outil de planification pour ordonner notre action de manière cohérente et structurée. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que les voies hydrauliques navigables, ce n'est pas que du transport fluvial. Alors bien entendu, au niveau du transport fluvial, notre objectif est d'offrir des voies navigables de gabarit homogène et intégrées dans le réseau européen, mais aussi c'est d'autres fonctions. La gestion des eaux, en régime normal, avec la surveillance des niveaux et des débits, mais également être attentif aux situations qui peuvent conduire à des crises, que ce soit en situation d'étiage ou en situation de crue. C'est aussi des questions de mobilité, favoriser la navigation à petit gabarit, la navigation autonome, j'en ai parlé. Ce sont aussi des questions environnementales, maîtriser les impacts environnementaux, assurer de la continuité écologique, mais également de la biodiversité. Mais il y a aussi toute une série d'autres fonctions complémentaires, comme par exemple la production hydroélectrique et le tourisme fluvial fluvestre. Ce qui sous-tend évidemment un schéma qui permet à l'eau de s'écouler, à la navigation de se former et aux écosystèmes de se développer,
c'est évidemment des infrastructures, et ces infrastructures, elles doivent être connues. Donc il y a une dimension de gestion des actifs, avec toujours cette volonté de disposer d'inventaires précis de nos infrastructures et d'en assurer une maintenance préventive systématique. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc au total, ce sont 66 objectifs et 114 actions qui ont été identifiées. Ce schéma est un outil de pilotage et de planification. Et donc, quand on veut planifier dans une vision avec cette anticipation, il faut définir des angles d'approche qui puissent permettre de structurer notre action. Ces angles d'approche ont été définis sous 3 approches. La première en visant la sécurité des biens et des personnes, bien entendu. La deuxième approche, le fonctionnement adéquat et la qualité de service. Et la troisième approche, la modernisation de nos infrastructures et de nos modes d'exploitation. Le tout en intégrant, bien entendu, la maturité des projets et de nos actions. Alors, les bénéfices de ce schéma sont multiples, à 2 niveaux, pour les décideurs politiques, mais également pour les entreprises utilisatrices et les parties prenantes. Pour les décideurs politiques, c'est évidemment d'assurer de la cohérence dans les politiques, assurer une stratégie de mobilité globale intégrée pour les infrastructures hydrauliques en particulier, mais évidemment articulée avec les autres modes de déplacement, qu'ils soient ferrés ou routiers. Ça permet aussi d'identifier les ressources adéquates et de garantir la disponibilité simultanée des budgets et des ressources humaines en tenant compte des priorités arrêtées et d'une meilleure maîtrise des budgets et des moyens qui sont alloués. Et enfin, ça permet pour le niveau politique de formuler des engagements de long terme, mais aussi pour profiter des opportunités de cofinancement, notamment à l'échelle européenne, pour des investissements qui doivent se compter non pas en décennies, mais quasiment en siècles. Alors les bénéfices pour les entreprises utilisatrices et nos parties prenantes, c'est tout d'abord de vous montrer qu'on sait où on va et comment on y va. On y va pourquoi? Pour des services améliorés, c'est-à-dire un accès à des infrastructures modernisées et à des services de batellerie qui sont optimisés. Saisir aussi des opportunités de croissance avec une vision qui est clarifiée sur les développements de long terme et les services qui y seront associés. J'évoquais tout à l'heure les nouvelles formes de partenariat à imaginer entre nous. L'ouverture des développements de nouvelles solutions, par exemple pour la navigation autonome, les petits gabarits, la logistique urbaine. Et enfin également le soutien au développement durable, ainsi que la participation à des initiatives de réduction des impacts environnementaux et notamment de valorisation de sédiments. Il y aura là beaucoup à faire dans les prochains mois et dans les prochaines années. Voilà pour la partie anticipée. Passons sur la partie analysée. Et donc le moment est venu de vous illustrer de manière très concrète comment SPOE Mobilité et Infrastructure, nous rassemblons des données, nous les traitons et nous les exploitons au profit de l'atteinte de nos objectifs. Première illustration qui est focalisée sur nos infrastructures. Et donc je vais un peu détailler ce que j'évoquais avec vous il y a un instant sur l'asset management. Et donc le SPOE Mobilité Infrastructure a réalisé un bilan complet de l'état et de la gestion des infrastructures qu'il gère soit en propre, soit pour le compte de la Sofico. Alors, il y a une différence d'approche par rapport au schéma de développement des voies hydrauliques, le schéma stratégique, parce que le schéma stratégique part d'une vision à long terme et décline un certain nombre d'actions pour y parvenir, puis les priorise. Ici, on prend quelque part l'approche plutôt bottom-up et de se dire à un moment donné où sont nos infrastructures, dans quel état sont ces infrastructures, quelles sont les lois d'évolution et comment voyons-nous l'évolution de ces infrastructures et donc le fait de pouvoir intervenir au bon moment sur ces infrastructures pour conserver la valeur patrimoniale et un certain niveau de qualité de ces infrastructures. Ces deux approches sont évidemment complémentaires et se rejoignent. Alors comment avons-nous fait? Nous avons calibré quelque part 4 réseaux, le réseau routier, le réseau des voies de mobilité active, le réseau des voies hydrauliques, mais également le réseau des télécommunications que nous gérons. Dans chacun de ces réseaux, nous avons identifié un certain nombre de typologies d'actifs. Pour le réseau des voies hydrauliques, nous avons les ouvrages d'art hydraulique, nous avons le linéaire,
les centrales hydroélectriques, les barrages réservoirs, mais également un certain nombre d'infrastructures liées à la plaisance. Sur chacune de ces typologies d'infrastructures, nous avons énoncé une ambition. Cette ambition, c'est de bien intervenir au bon moment, au bon endroit, parce que c'est de la bonne gestion, et cette bonne gestion, elle est porteuse de sécurité d'une part, mais aussi d'économie sur le long terme. Sur chacun de ces actifs, nous avons procédé à une évaluation qualitative en 3 niveaux. Je ne vais pas détailler les niveaux, tout ça est détaillé et évidemment réalisé sur base d'une approche tout à fait scientifique. Ces 3 niveaux, c'est un niveau soit satisfaisant, soit préoccupant, soit critique. Ce que l'on constate sur le réseau des voies hydrauliques, c'est que chacune des typologies de nos actifs sont dans un état préoccupant. Il n'y a pas d'état critique, mais nos infrastructures sont dans un état préoccupant. On voit ici, sur ce slide, les budgets qui ont été alloués sous la précédente législature en matière d'investissement, mais également en matière de maintenance sur ces différentes infrastructures. Et donc, la synthèse, quelque part, de cette approche d'asset management, elle tient sur le slide que vous voyez derrière moi. On a fait une évaluation de ce parc d'actifs. Ce parc d'actifs, c'est en fait le bien commun, le patrimoine de toutes les Wallonnes et de tous les Wallons. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu, de manière structurelle, un sous-financement de ces infrastructures depuis des décennies. Je vais juste nuancer ce sous-financement parce qu'on doit vraiment se féliciter que depuis maintenant une quinzaine d'années, nous ayons pu bénéficier sur ces infrastructures. D'abord, le premier plan était plus orienté sur les autoroutes, et puis les plans ont aussi intégré les voies hydrauliques, et puis ils ont aussi intégré la mobilité active et collective. Donc nous avons pu bénéficier de plans d'investissement pluriannuels sur une échéance de l'ordre de 5 ans à chaque fois. Mais quelque part, cet apport d'investissement ne permet pas de contrebalancer le vieillissement accéléré de nos infrastructures, qui date pour la plupart du milieu du siècle dernier, voire encore de décennies avant le milieu du siècle dernier. Et donc ce qui se passe lié à ce sous-financement, et je le dis et je le répète, sans renier vraiment tout l'investissement qui a été fait ces 15 dernières années, c'est que le décalage entre les moyens qui sont disponibles, et quand je dis les moyens, ce sont des moyens budgétaires, ce sont des moyens humains, que ce soit humains au sein de l'administration, mais aussi humains dans celles et ceux qui font les travaux. Donc ces sous-financements généralisés, en fait, ça conduit à une diminution de la valeur patrimoniale de ces actifs. Ces actifs, ils entrent dans les états financiers de la Wallonie et de la Sofico. Et donc ce qu'on voit arriver, c'est l'émergence d'une dette grise. On parle beaucoup de la dette de la Wallonie, mais il y a aussi une dette grise qui est en train de se constituer et qui, si on n'y prend pas attention, va continuer d'enfler parce que ce patrimoine, qui a été valorisé à hauteur de 30 milliards d'euros, est en train de se dégrader et donc est en train de constituer une dette grise qui est en train d'augmenter. Et donc en conclusion, par rapport à, je dirais, cet aspect gestion des actifs, il convient d'apurer la dette grise et de contenir l'effet avalanche sur chacun de ces actifs. Il y aura donc à trouver des modes de financement internes ou externes pour sourcer ces plans d'investissement, tant d'un point de vue budgétaire que d'un point de vue humain, au travers, une nouvelle fois, et nous insistons, d'un plan pluriannuel. Je vous ai exprimé qu'on avait eu affaire à des plans quinquennaux. Nous pensons qu'il est mieux de se projeter à l'horizon de 10 ans, pour différentes raisons, notamment la capacité de planifier ces réseaux de manière optimale, ces infrastructures et ces interventions de manière optimale, et aussi et surtout de pouvoir exécuter ce plan que l'on appelle de tous nos voeux au regard de la maturité des projets. Deuxième illustration du deuxième mot, donc c'est-à-dire analyser, les terrains multimodaux.
C'est un dossier qui est développé dans le cadre de la stratégie régionale de mobilité, volet évidemment marchandises, avec le soutien du plan de relance de Wallonie et reconnu dans la nouvelle DPR. Il s'agit ici de renforcer la disponibilité de terrain à vocation logistique et économique. Pascal vous a passé le petit message de service sur de la disponibilité territoriale à l'instant, mais comme on sait que la mobilisation des terrains est une affaire de moyen, voire de long terme, autant anticiper. Et donc, pour anticiper, nous avons développé un outil d'analyse. Cet outil d'analyse vise à la constitution d'un inventaire de terrain qui présente un potentiel technique élevé en matière de localisation, en matière de connexion avec les réseaux de communication, en tenant compte des différentes couches d'aménagement du territoire, c'est-à-dire le plan de secteur, les friches, enfin toutes les situations qu'on peut reconnaître, mais aussi en tenant compte des zones de protection spéciale, du Natura 2000, des zones humides, des zones paysagères. Et ceci en s'appuyant exclusivement sur des données publiques. Tout cela a été fait en partenariat avec une série d'acteurs, les intercommunales de développement économique, la SPAC, les ports autonomes, le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie, qui ont été associés à la démarche. Et donc le résultat de cet outil, qui était en fait quelque part un outil géomatique, sera diffusé dans les prochaines semaines auprès des organismes, c'est-à-dire celles et ceux qui ont à faire de la prospective, celles et ceux qui ont à regarder loin en matière de disponibilité territoriale, pour quelque part enclencher des processus d'identification plus fine de potentiel de terrain et également entamer leur mise en œuvre. Troisième illustration, vous savez que la Wallonie s'est dotée d'une vision FAST, à l'appui de cette vision 2 stratégie que vous connaissez bien, mais comme le disent nos amis du Nord, meten is te weten. Et donc, savoir à partir du moment où on a établi une vision et des stratégies, où on en est en termes d'atteinte des objectifs, ça nécessite d'avoir des indicateurs. Qui dit indicateur de mobilité dit tableau de bord de la mobilité. Et donc, nous sommes à quelques semaines de diffuser le premier tableau de bord de mobilité qui a été travaillé par les équipes de SPW Mobilité Infrastructure en partenariat avec l'IWEPS pour se focaliser sur un certain nombre d'indicateurs clés. À l'appui de ces différents indicateurs clés, bien entendu, il y a des métadonnées, il y a des processus, il y a un certain nombre d'éléments méthodologiques qui ont été validés et travaillés avec notamment l'IWEPS. Et donc ce premier tableau de bord avec le premier je dirais, remise à niveau de ces chiffres de départ sera diffusé fin de cette année ou début 2025, ce qui nous permettra de recaler quelque part le référentiel pour nous reprojeter dans l'avenir. Vous savez que la vision FAST était à l'échéance de 2030. 2030, c'est presque demain. Et donc l'idée, très certainement, c'est de pouvoir réactualiser cette vision FAST, se projeter encore plus loin au regard d'un certain nombre de considérations, notamment que j'ai évoquées dans la première partie de mon exposé. Et enfin, quatrième illustration pour le verbe analyser, l'éco-calculateur. Cet éco-calculateur du transport de marchandises a aussi été développé dans le cadre de la stratégie régionale de mobilité grâce à des fonds du PROE. Et en fait, cet éco-calculateur, il permet de calculer les coûts externes du transport dans une approche multimodale. Et ceci par rapport à un trajet qui soit purement routier, mais il permet aussi de comparer différentes solutions modales entre elles. C'est donc un outil de sensibilisation important pour les entreprises qui ont une démarche de durabilité, mais c'est aussi un outil puissant pour les pouvoirs publics dans l'exercice d'un certain nombre de choix. Cet éco-calculateur s'appuie sur des grilles de calcul officielles qui sont basées sur un certain nombre d'études les plus récentes en ce domaine, et cet éco-calculateur sera lui aussi disponible sur notre site à partir de 2025. Enfin, je vais terminer avec quelques concrétisations, c'est-à-dire le mot « agir ». C'est la partie la plus visible de notre action, peut-être, avec évoquer avec vous un certain nombre de services, un certain nombre de travaux et notre approche systémique en matière d'intermodalité
et de report modal. Première grappe, les services, essentiellement en lien avec le centre PEREX. Petite information de service, puisque c'est une journée où on peut passer des informations de service. Je vous invite ce dimanche 6 octobre, parce que nous ouvrons les portes du centre PEREX dans le cadre de la journée découverte entreprise. Et donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu tout ce qui s'y passe, ce serait une occasion, je pense, intéressante de découvrir potentiellement en famille ce lieu qui est le centre névralgique de l'exploitation de nos réseaux d'infrastructures, mais également de nos réseaux de télécommunications. En matière de services, évidemment, tout est fondé sur toujours le même principe, des équipements de terrain, des télécommunications, des outils de traitement de ces informations au centre PEREX, d'aide à la décision, de digestion de l'information, et également des permanenciers et un certain nombre d'équipes en back-office pour analyser la situation, prendre des décisions. Première, je dirais, dimension que l'on peut mettre en évidence, c'est depuis le 1er janvier 2024, la capacité pour vous, toutes et tous, de signaler une avarie, une difficulté sur le réseau, quelque chose qui ne se passe pas bien. Nous avons une adresse mail, nous avons ce qu'il faut pour pouvoir accueillir une difficulté sur le réseau et pouvoir lancer les informations et lancer les actions adéquates pour les rencontrer. Deuxième dimension à PEREX, la permanence de gestion hydrologique qui est en service depuis un peu plus de 6 mois, depuis mars. De quoi s'agit-il? Je l'ai évoqué tout à l'heure, la question de l'analyse des niveaux et des débits sur nos cours d'eau. Et donc c'est une permanence qui est active de 6 h du matin à 22 h, bien entendu avec des permanences la nuit lorsque cela s'impose. L'idée c'est quoi? C'est 2 choses. D'analyser en permanence l'état des niveaux et des débits sur l'ensemble des cours d'eau de la Wallonie, que ce soit des cours d'eau navigables ou non navigables, évidemment de procéder à une surveillance, mais aussi, en cas d'étiage ou en cas de situation qui nécessiterait des préalertes, voire des alertes de crue, de lancer un certain nombre d'initiatives et d'alertes. C'est une deuxième fonctionnalité qui se développe de plus en plus, c'est à partir du centre PEREX d'agir sur la régulation des eaux. Un certain nombre, la bonne partie de nos ouvrages sur le réseau des voies navigables sont équipés d'ouvrages de franchissement, on y reviendra tout à l'heure, mais équipés aussi d'éléments de régulation. La majeure partie de ces équipements de régulation sont gérés en local, mais de plus en plus, nous les gérons à distance à partir du centre PEREX. Et donc, les équipes qui sont à la permanence hydrologique vont de plus en plus prendre la main sur, quelque part, la manipulation à distance de ces ouvrages de régulation pour faire en sorte de maintenir les niveaux et les débits, en particulier propices à l'exercice de la navigation. Et enfin, pour le centre PEREX, la téléconduite des écluses, qui est un projet qui date de très nombreuses années. Les initiés dans la salle se souviennent du projet Morgan, qui aujourd'hui trouve toute une série de déclinaisons. Et la téléconduite et la télégestion des écluses a débuté en février 2020 pour l'écluse de Salzine. Elle est toujours téléconduite 7 jours sur 7. En juillet 2023, c'était les écluses de Florifou et de Mornimont. Le 4 septembre 2023, nous avions des horaires de manœuvre étendus en 6-22 sur les 3 écluses qui étaient donc téléconduites, c'est-à-dire Salzine, Florifou et Mornimont. Aujourd'hui, on prend la main depuis PEREX pour l'écluse d'Auvelais, qui est elle-même téléconduite et donc entre aussi dans le régime d'extension de 6 h à 22 h. Et en janvier 2025, c'est-à-dire dans à peine quelques mois, 3 mois, ce sont les 4 écluses du bassin Sambrien-Carolo, Monceau, Marcinelle, Montigny et Rosely qui seront téléconduites depuis PEREX. En termes de services, il n'y a pas que ce qui se passe à PEREX, on agit aussi sur l'infrastructure. Ça a été montré un petit peu de manière tout à fait explicite dans le petit film qui a précédé mon intervention. Nous sommes intervenus sur l'infrastructure à l'écluse d'Auvelais pour pouvoir faire en sorte de lever quelque part le goulet d'étranglement en matière de
tirant d'eau pour faire en sorte que l'on puisse naviguer sur la Sambre à 2,80 m et pas à 2,60 m. C'est extrêmement important parce que pour un navire de classe 5A, 10 cm d'enfoncement supplémentaire, cela représente une capacité de chargement utile de 100 tonnes supplémentaires et donc à l'avenant des tonnes de CO2 transportées qui sont réduites. Deuxième grappe d'action, des travaux. J'ai parlé des services, mais maintenant des travaux. Ça a été aussi évoqué dans la vidéo. La réouverture probatoire du canal Condé-Pomerol, je ne vais pas m'appesantir sur le sujet. Vous savez que nous avions procédé à son inauguration il y a un peu plus d'1 an. Inauguration, bien entendu, qui rentre dans le vaste programme Senesco. Nous avons malheureusement dû constater avec nos collègues français que ce canal se réenvasait suite à un certain nombre de phénomènes de charriage de sédiments, voire de décompression des sols qui avaient été tassés historiquement par des tonnes et des tonnes de sédiments depuis de nombreuses décennies. Les analyses sont toujours en cours sur cette section du canal pour identifier le phénomène et y parer. Nous avons réouvert à la navigation dans une phase probatoire de 6 mois, avec une limitation en termes de longueur de bateau pour des bateaux de 85 mètres, pour évidemment parer à toute difficulté s'il y avait un envasement, mais pour aussi éviter que des bateaux de 110 mètres ne s'engagent dans le chantier du canal Nimy-Blaton. Canal Nimy-Blaton que j'illustre immédiatement avec la rectification d'un certain nombre de courbes qui sont en cours et qui vont se faire en plusieurs phases, qui rentrent également dans le programme Senesco. En matière de travaux, je ne vais pas m'appesantir, Stéphane Barlet vous en détaillera évidemment tous les contours. L'inauguration il y a à peine quelques semaines du site éclusier d'Ampsin et le lancement des travaux de l'écluse de Aubourg il y a à peine quelques semaines. Le ministre François Dequesne, viendra inaugurer quelque part le lancement de ces travaux qui permettront donc de dédoubler cette écluse et de l'amener évidemment pleinement au gabarit de 2000 tonnes dans un délai de l'ordre de quelques années, avec un chantier qui devrait se terminer en 2027. Et enfin, un petit mot sur l'approche systémique, avec évidemment l'organisation de ces journées où nous pouvons nous rencontrer, nous pouvons dialoguer, nous pouvons faire le point, nous projeter dans l'avenir, et j'espère qu'avec ces quelques éléments, on aura pu quelque part entrevoir ce qui se présente à nous, avec peut-être un petit focus sur la batellerie. Et vous savez que lors de l'appel à projet que nous avons lancé au travers des équipes et de la dynamique de Logistique Wallonia, dans le cadre de la stratégie régionale de mobilité, nous avons eu un focus sur le secteur de la batellerie, avec un projet notamment de promotion des métiers de la navigation. Et ce projet a été sélectionné. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion de voir une petite vidéo qui a été réalisée dans ce cadre. Et cette illustration, la photo qui se trouve là, représente le bateau école de l'école de batellerie. Et la toute première illustration de ma présentation était en fait une illustration qui montre le simulateur de navigation qui se trouve dans cette même école. Alors très concrètement, en matière systémique, nous établissons un certain nombre de concertations, de tables rondes, d'interactions pour faire en sorte de se comprendre et d'être alignés sur les objectifs à atteindre et de partager les chemins pour y parvenir. Voilà, je termine ici pour cette intervention. J'espère vous avoir convaincu, au moins informé et j'espère au moins intéressé à la dynamique à l'œuvre au sein du SPV Mobilité Infrastructure. En tout cas, vous pouvez être convaincu que ces 3 mots, analyser, anticiper et agir, font partie de notre quotidien. Je vous souhaite une belle matinée de travail et d'échange à toutes et tous. Et je tenais vraiment à terminer mon intervention par un remerciement particulier à toutes les équipes, Pascal en particulier, mais toute son équipe qui est présente dans la salle, pour l'organisation une nouvelle fois pertinente et tout à fait réussie de cette journée. Merci Pascal et merci de votre attention.
Et donc, petit également promotion pour le schéma stratégique d'investissement des voies hydrauliques qui est à votre disposition à la sortie ici. C'est un document qui fera date parce que c'est un document stratégique et les principaux coordinateurs et rédacteurs sont dans la salle et je les remercie également. Merci, Monsieur Willam. Je vais vous proposer de rester encore une minute à bord avec moi pour découvrir l'interprétation graphique qui aurait été faite de votre intervention. Il faut quelques secondes pour transférer. Et bien voilà. Comme ça, nous le découvrons en direct avec vous. On voit que c'est bien dense, en tout cas. C'est bien dense, et il n'y a pas d'intelligence artificielle, donc bien un être humain qui a fait ça. C'est de l'intelligence tout à fait naturelle. Merci beaucoup.